Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est un peu dans un lieu historique ici. Hein. Enfin, la Mutualité française, enfin, je ne le savais pas avant ce matin, parce que j'étais quand même un peu curieux. C'est un bâtiment qui a été créé en 1931, et en fait qui est un peu symbolique parce que ça représente en fait la fortification en fait, du système mutuel français, et le FMS qui est au-dessus, là je me suis quand même posé la question pendant 2 minutes, c'est Fédération Mutuelle de la Seine. En fait, c'est toutes les mutualités qui étaient autour de Paris et de Paris, qui étaient quelques dizaines, qui ont été regroupées ici et en fait qui ont eu suffisamment d'argent pour créer ce bâtiment. Intéressant. Point historique qui n'a aucun intérêt, mais au moins comme ça vous le saurez et vous arrêterez de regarder là-haut ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. En fait, donc moi il y a quelques semaines, j'avais une soirée un peu longue. Et j'ai dû travailler jusqu'à minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça. Et vers 1h du matin, des fois, bon, on regarde les news. Vous regardez les news des fois à 1h du matin? Non? Non, si. Moi, je regarde les news à 1h du matin des fois. Et j'étais un peu fatigué et je suis tombé sur une news qui m'a un peu troublé. C'était l'histoire d'un groupe de pirates qui avait qui avait récupéré un logiciel de la NSA et qui l'avait utilisé pour attaquer la grille, l'infrastructure de la ville de Baltimore. Donc, imaginez, il est 1h du matin, vous avez fait des slides ou du Excel, vous avez répondu à des emails là, pendant à peu près 4-5 heures, et vous voyez cette news, qu'est-ce que vous dites? Vous dites fake news. Oui, je suis fatigué, c'est pas vrai. En fait, je suis en train de regarder, j'ai confondu en fait, j'étais en train de regarder la preview d'un truc Netflix, et c'est pas une vraie news. Hein, ça n'existe pas, on n'attaque pas les grilles électriques des villes comme ça avec des logiciels qu'on vole à la NSA, ça n'a pas de sens, a priori. Pas de sens. J'ai quand même vérifié, à minuit 5, je suis abonné en New Yorker, qui est le seul journal américain qui a encore un groupe de fact-checking, donc a priori j'ai confiance. Alors j'ai pas retrouvé l'affaire sur Baltimore, mais j'ai trouvé la même sur Atlanta. Et en effet, donc, il y a effectivement un groupe de pirates qui, une fois, a réussi à récupérer un logiciel d'attaque de la NSA et qui, effectivement, l'a utilisé pour attaquer l'infrastructure d'une ville. Alors, c'est une histoire anecdotique, mais à la fin, ce qui est intéressant, c'est que mon cerveau à moi était déjà préprogrammé pour classifier cette nouvelle comme étant quelque chose de faux, comme étant de la fiction. Pourquoi? C'est parce que j'ai été bien entraîné. Après quelques années de Netflix, en effet, ce scénario d'un groupe de la NSA qui attaque, d'un groupe de pirates qui récupère un logiciel de la NSA et qui attaque une ville, c'est la première saison de The Blacklist, je pense, au moins un épisode. C'est la plupart des épisodes de Personne extraterrestre, je pense, entre la saison 2 et la saison 4, je pense. Hein. Après la saison 5, c'est vraiment n'importe quoi dans mon souvenir. Et c'est à peu près, je pense, toutes les saisons de 24, même si je dois avouer que moi, j'ai dormi pendant la plupart des dernières, surtout celles qui durent que 12 heures, alors que c'est 24, enfin, ça n'a aucun sens. Mais donc, oui, mon cerveau a été programmé pour croire que tous ces scénarios de cybercrime sont en fait de la fiction. Enfin, en tout cas, quand ils sont un peu extrêmes. Alors qu'en fait, ça peut devenir une réalité. Ok. C'est intéressant parce que, est-ce que vous êtes fier de votre travail? Enfin, vous travaillez a priori plutôt dans la data et dans l'AI. Qui est content de son travail et qui est fier de travailler dans la data et l'AI? A priori, on a plutôt envie que ce soit comme ça, hein, que les gens lèvent la main dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, en tout cas, ça peut être un objectif raisonnable. Alors bon, si on continue avec Netflix, bon, vous avez peut-être regardé Black Mirror. Il y a quelque chose d'assez troublant dans la saison 2, épisode 1, je crois. Un des épisodes, il s'agit en fait d'un système informatique qui est construit en aspirant l'historique social de quelqu'un, et donc qui apprend de ses interactions sociales, et qui ensuite peut être utilisé par ses proches pour simuler des interactions avec lui après sa mort. Oula. Donc comment est-ce que je continue comment est-ce que je continue à parler sur WhatsApp avec mon mari après sa mort? Et comment est-ce que ça devient crédible, en fait? Comment ça devient crédible? C'est-à-dire qu'effectivement, le personnage, c'est intéressant. Enfin, déraille, c'est-à-dire que le personnage croit finalement, au bout d'un moment, que c'est effectivement la personne décédée qui est encore vivante. Enfin, on pense que ça peut être crédible. Et là, l'autre chose qui peut être troublante quand on y a la technique, c'est que quand on regarde cet épisode, on se dit ça se trouve, là, short TensorFlow, tout ça, je passe un petit week-end, peu de trucs de génération, ça se trouve, peut-être qu'en quelques machins, je peux refaire quelque chose qui marche à peu près, pour en fait faire une simulation de moi-même, en fait.
enfin, je veux dire, qui dirait à peu près les mêmes bêtises et tout ça, et qui serait crédible pendant 1 minute ou 2. C'est pas complètement impossible. On sent que c'est pas complètement impossible maintenant. Donc on se dit dans 5-10 ans, c'est probablement possible en fait. C'est pas irréel. Alors du coup, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être l'AI? Qu'est-ce que ça va être cette salle? A priori. Dans 10 ans, c'est possible qu'il y ait des histoires complètement folles, qu'il y ait l'histoire de je sais pas, on aura peut-être un scandale qui sortira à la tête des journaux avec un device de votre cuisine qui, en fait, depuis 5 ou 10 ans, vous enregistre sans que vous le sachiez, analyse votre voix et potentiellement que cette donnée soit réutilisée et remontée en haut pour faire de la publicité ciblée. Et qu'en fait, les gens s'en aperçoivent avec soi. Oh, mon mixeur m'écoute depuis 5 ans. C'est possible que je sais pas, dans quelques années, il y a quelqu'un dans cette salle qui fabrique un agent conversationnel et que cet agent conversationnel remplace 5% des gens qui actuellement sont en centre d'appel. Genre, et du coup, détruisent 5% des emplois en France. C'est possible, hein, que ce soit quelqu'un dans cette salle. Je ne sais pas qui, mais c'est possible. Et du coup, c'est possible aussi que dans 10 ans, encore élection européenne, et que les têtes des journaux, ce soit à propos d'un parti anti-AI qui soit à, je sais pas, 10, 15, 20% dans les sondages. Que ce soit une chose en soi, en fait, d'avoir un parti qui soit contre l'AI, un parti politique. Ça ne semble pas complètement impossible. C'est possible aussi que dans 10 ans, il y a un grand scandale parce qu'il y aurait un État tout à fait légitime qui utilise en fait l'AI et un device spécial qui induirait des émotions chez les gens pour les torturer. C'est pas impossible, hein? Parce qu'un device qui induit des émotions sur les gens et qui utilise pas mal d'AI, j'en ai un dans ma poche en fait, et souvent il me rend heureux pour l'instant. Enfin, ou pas, ça dépend. Mais c'est pas complètement impossible, en fait. Donc, ça peut aller dans tous les sens. Et alors, par rapport à ça, une question qu'on peut se poser, quand en fait, on fabrique des méthodes, ou finalement, on est la personne dans son entreprise qui développe la méthodologie de l'entreprise ou sa gouvernance, quand on est une personne qui fabrique un outil, quand on a cette responsabilité-là, on peut se poser la question de savoir si on peut faire quelque chose. C'est-à-dire si, en tant que personne qui aide les autres, est-ce qu'on peut avoir un impact sur la manière dont l'AI va être utilisé? Mais parce qu'au fond, ça peut être un peu déprimant. C'est pas forcément évident qu'on puisse avoir un impact. C'est pas évident parce que enfin, le monde est ce qu'il est. La transformation digitale va arriver. Le travail va changer. Et l'avarice existe. Et on ne peut rien faire contre ça. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire finalement quand on est un fabricant d'outils ou un fabricant de méthodes? Alors, déjà, la première chose qu'on peut faire, la limite, le minimum, c'est que quand on est un fabricant d'outils, on est un petit peu comme, vous savez, les gens qui vendaient des pioches pendant la recherche vers l'or. Donc, on ne peut pas empêcher les gens d'aller chercher de l'or. On peut leur vendre des pioches. Mais par contre, étape 1, quand on vend des pioches, il ne faut pas avoir un discount dans lequel, pour chaque pioche, il y a 2 pistolets offerts, par exemple. Ça, c'est pas bien. Okay. Donc déjà, on peut faire ça. Bon, étape 1. Okay. Je vous laisse imaginer l'équivalent pour un vendeur de software AI. On vend pas les pistolets avec, c'est déjà bien. Mais après, on peut aussi imaginer d'aller plus loin et d'imaginer concevoir son outil pour aider les gens à avoir des bonnes pratiques. Alors, est-ce que c'est possible? Alors, réfléchissons. Par exemple, un premier problème, c'est tous les biais. C'est-à-dire que un système d'intelligence artificielle va amplifier de manière exponentielle les biais qu'ont déjà les humains. On le sait. Alors, est-ce qu'on pourrait faire des logiciels pour que, alors attention, à chaque fois qu'il y a un biais, par exemple, qui soit créé dans un modèle, il y ait une énorme pop-up en rouge qui soit très très embêtante et très agressive pour les yeux. Comme ça, on est bien sûr que la personne ait bien compris qu'il y a un biais. Genre, ça serait dans le design du logiciel. On pourrait même imaginer l'étape d'après qui est, quand la personne veut fermer la pop-up, elle bouge un peu. Comme ça, c'est difficile de la fermer. C'est un petit coup. Non, mais voilà. Alors après, voilà. On pourrait imaginer le logiciel comme ça. Mais alors, est-ce qu'on est prêt, finalement, à payer le coût, hein? En gros, ça prend un peu plus de temps après de fabriquer son modèle. Hein? C'est genre, il faut... Après, ça peut être drôle. Ah oui, je l'ai fermé, là, c'est bon. Okay. Après, un deuxième sujet, c'est que, donc évidemment, il faut être data-driven. La donnée, ça permet de prendre des meilleures décisions. C'est clair, mais après, des fois, quand on
prend des décisions qu'avec des données, on prend des décisions un peu bêtes. Parce que souvent, dans les données, il n'y a pas les cas limites, les cas intéressants. Finalement, tous les gens dont on a vraiment besoin de s'occuper, ils ne sont pas dans les données. Donc, finalement, c'est tout le cas limite et le contexte métier qui fait qu'un système est pertinent. Et souvent, le problème, c'est que si on fait que de la donnée, bah, on finit par être bête, surtout qu'on est quand même dans un environnement technologique où c'est de plus en plus simple de se dire qu'on va faire un modèle avec plus de données, que ça va coûter moins cher, quoi. Enfin, finalement, le computing coûte moins cher. Alors que le coût d'être intelligent ou de gérer tous les cas limites, lui, bah, il reste fixe. Okay. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'on se force à faire que ce soit aussi facile de faire travailler et de prendre en compte le contexte métier que d'optimiser? C'est-à-dire à chaque fois qu'on rajoute des fonctionnalités qui permettent d'aller plus vite dans la modélisation, on rajoute aussi des fonctionnalités qui font que prendre des contextes métiers en compte, ce soit aussi facile. Okay. C'est un peu abstrait. Est-ce que c'est possible d'avoir cette philosophie-là? On ne veut pas se dire que modèle avant tout, performance avant tout. C'est une bonne question. Est-ce qu'on est prêt à ne pas mettre la performance en premier? Et troisième aspect, c'est que quand ces systèmes d'AI font dérailler, la première question que tout le monde va se poser, c'est c'est qui le responsable là? Qui c'est qui a fabriqué ça? Alors je pense qu'immédiatement, la première fois, ça va être personne ou tout le monde. On ne saura pas. Mais à la fin, si on veut que le système se corrige, il faudra aussi comprendre qui a fait quoi, au bout d'un moment. Et en fait, c'est un peu subtil, parce que ce n'est pas juste probablement la dernière personne dans le maillon qui a fait quelque chose de mal dans la plupart de ces cas-là. Ce sera la plupart des systèmes AI du futur, ils vont être construits par 5-10 personnes au moins, et en fait probablement même 5-10 entités différentes, au sens d'entreprise, qui ont collaboré, qui auront partagé des données, etc. Et avec dans chacune de ces entités 5 ou 10 personnes. En fait, c'est pas le travail d'un individu, c'est même pas le travail d'une seule organisation, les vrais systèmes AI du futur. Et donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la responsabilité des gens soit explicite? La responsabilité, ce n'est pas juste de savoir qui a construit le modèle. C'est aussi, quand on fabrique des modèles, il y a plein de décisions implicites qu'on prend. On prend la décision de ne pas considérer cette colonne. On prend la décision de faire ci, de faire ça. On prend la décision de rajouter cette formule ou de corriger cette formule par une autre. Et en fait, quand on prend toutes ces décisions-là, est-ce qu'on peut faire en sorte et se forcer à les justifier à chaque fois et à savoir qui l'a pris pour qu'ensuite, parce qu'en fait c'est ça la vraie responsabilité en fait. Et est-ce qu'on sait se forcer à faire en sorte que les systèmes soient faits de cette façon-là pour que la responsabilité soit tracée sur 5 ou 10 ans, qui sera a priori l'écart de temps entre le moment où on va fabriquer un système et où le système va effectivement commencer à dérailler si on commence à faire des choses ambitieuses. Bah, tout ça, c'est des questions. Hein. C'est bien d'avoir des questions en début de journée, ou plutôt qu'en fin de journée, vous remarquerez. Et après, l'intuition que j'ai, c'est que on est, comment dire, si on veut prendre ce virage-là, c'est plutôt maintenant. C'est-à-dire que c'est un peu comme si l'univers de toutes les gens qui travaillent dans cet écosystème de la data science ou de l'AI, avaient besoin de fabriquer une sorte de corpus de méthodologie, une sorte de philosophie, qui est comment est-ce que je fais et comment est-ce que je design mes projets pour être responsable. Et du coup, le pendant, c'est que quand on fabrique un produit, c'est presque aussi un peu comme s'il y avait une nouvelle discipline. C'est quoi le design responsable pour l'AI? Et donc, du coup, un peu comme un nouveau spectre de pensée. Voilà. Et donc, si vous avez des idées là-dessus, parce que finalement, c'est un domaine dans lequel on a tous besoin de réfléchir, n'hésitez pas à parler pendant cette journée avec tous les gens de Dataiku que vous pourrez trouver dans la salle. Ils ont souvent un petit oiseau quelque part, devant, derrière, enfin, vous arriverez à les trouver. C'était une très mauvaise blague, je suis d'accord. Et merci à vous.